Bonjour, le journal d'Anne Frank, sixième partie. Jeudi 23 mars 1944. Cher Kitty, ici les choses s'arrangent tout doucement. Nos fournisseurs de tickets sont sortis de prison, heureusement. Miep est revenu depuis hier. Aujourd'hui, c'était le tour de son époux de s'enfouir sous les couvertures. Frissons et fièvre, symptômes de grippe bien connus. Beb va mieux malgré une toux tenace. Clément devra rester chez lui encore longtemps. Hier, un avion a été abattu. Ses occupants ont eu le temps de sauter en parachute. L'appareil est tombé sur une école où il n'y avait pas d'enfants. Il en est résulté un petit incendie et quelques morts. Les Allemands ont tiré comme des fous sur les aviateurs qui descendaient en parachute. Les Amstello-damois qui regardaient le spectacle écumaient quasiment de rage devant un acte aussi lâche. Nous, je veux dire les dames, nous avons eu une belle frousse. Brrr, je ne trouve rien de plus opulent que ces tirs. Maintenant parlons de moi. Quand j'ai rejoint Peter hier, nous en sommes venus, je ne sais plus du tout comment, à aborder le domaine sexuel. Je m'étais promis depuis longtemps de lui poser quelques questions. Il sait tout. Quand je lui ai dit que Margot et moi étions très mal informés, il était stupéfait. Je lui ai raconté beaucoup de choses sur Margot et moi, et sur papa et maman, et je lui ai dit que ces derniers temps, je n'ose plus poser de questions. Il a proposé de me renseigner, et j'en ai fait un large usage. Il m'a appris le fonctionnement des moyens contraceptifs et je lui ai demandé avec beaucoup d'audace à quoi les garçons s'aperçoivent qu'ils sont adultes. La question demandait réflexion. Il m'a promis de me le dire le soir. Je lui ai raconté entre autres l'histoire de Jacques en ajoutant que les filles sont sans défense devant les garçons qui sont forts. Tu n'as rien à craindre de moi en tout cas, a-t-il dit. Quand je suis revenu le soir, il m'a répondu à propos des garçons. C'était bien un peu gênant, mais tout de même agréable d'en parler avec lui. Lui comme moi, nous ne nous croyons pas capables de parler de sujets aussi intimes avec une autre fille ou un autre garçon. Maintenant, je sais tout, je pense. Il m'a beaucoup parlé des moyens pracentifs. Le soir, dans la salle de bain, Margot et moi avons parlé de Bram et de Trise. Ce matin, une très mauvaise surprise m'attendait. Après le petit déjeuner, Peter m'a fait signe de le suivre en haut. « Tu m'as bien fait marcher, a-t-il dit. J'ai entendu ce que vous disiez hier dans la salle de bain, Margot et toi. Je crois que tu voulais d'abord voir ce que Peter savait pour t'en amuser ensuite. » Oh, j'étais abasourdi. J'ai employé tous les moyens pour lui ôter de la tête cette idée scandaleuse. Je comprends tellement bien dans quel état il devait être et il n'y a rien de vrai. Je lui ai dit « Oh non, Peter, comment pourrais-je être aussi méchante? J'ai promis de tenir ma langue et je le ferai. » Jouer la comédie et me conduire ensuite pour de bon aussi méchamment? Non, Peter, où serait la plaisanterie? C'est déloyal. Je n'ai rien répété, tout ce que je t'ai dit est vrai, tu me crois? Il m'a assuré qu'il me croyait, mais il faut que je lui en reparle. Cette histoire me trotte dans la tête toute la journée. Heureusement qu'il m'a dit tout de suite ce qu'il pensait. Tu te rends compte s'il avait gardé pour lui une idée si moche de moi? Ce cher Peter, à partir de maintenant, je dois tout lui raconter et je le ferai. Bien à toi, Anne. Vendredi 24 mars 1944. Ma chère Kitty, en ce moment, je vais souvent là-haut le soir, humer un peu d'air frais dans la chambre de Peter. Dans une pièce sombre, on arrive beaucoup plus vite à de vraies conversations que lorsque le soleil vous chatouille le visage. C'est bien agréable de rester là-haut assise sur une chaise à côté de lui et de regarder dehors. Les Van Damme et Dussel font des plaisanteries stupides chaque fois que je disparais dans sa chambre. La seconde patrie d'Anne, disent-ils, ou bien est-il convenable pour des messieurs de recevoir à une heure tardive dans l'obscurité la visite de jeunes filles? Peter montre une étonnante présence d'esprit face à ces remarques qui se veulent spirituelles. Ma chère maman, elle non plus, n'est d'ailleurs pas peu curieuse et aimerait bien s'enquérir des sujets de nos conversations, si au fond d'elle-même elle ne craignait pas une réponse négative. Peter dit que les adultes ne font que nous envier parce que nous sommes jeunes et que nous nous moquons de leur pique. Parfois, il vient me chercher en bas, mais c'est plutôt pénible parce qu'en dépit de toutes ses précautions, il devient rouge comme une pivoine et trouve à peine ses mots. Je suis tout de même bien contente de ne jamais rougir. Cela me paraît décidément une sensation des plus désagréables. D'autre part, je trouve très ennuyeux que Margot reste seule en bas, tandis que je suis en haut en bonne compagnie. Mais que puis-je y changer? Je suis d'accord pour qu'elle monte avec moi, mais alors elle est pour ainsi dire la cinquième roue du carrosse. Elle est là pour des prunes. J'en entends de toutes les couleurs sur notre soudaine amitié, et je ne sais plus combien de fois la conversation, à table, a déjà roulé sur un mariage à l'annexe, si jamais la guerre durait encore 5 ans. Mais que nous font, à vrai dire, tous ces radotages de parents? Pas grand-chose en tout cas, ils sont tous si bébêtes.
Mes parents auraient-ils oublié aussi leur jeunesse? On pourrait le croire, puisqu'ils nous prennent toujours au sérieux quand nous plaisantons, et rient de nous quand nous sommes sérieux. Je ne sais absolument pas comment la situation va évoluer, ni si nous aurons un jour quelque chose à nous dire. Mais si nous continuons, nous pourrons aussi rester l'un avec l'autre sans parler. Si au moins les vieux là-haut se comportaient plus normalement. C'est sûrement parce qu'ils n'aiment pas trop me voir. De toute façon, Peter et moi n'irons pas raconter le fond de nos conversations. Imagine un peu s'il savait que nous abordons des sujets aussi intimes. Je voudrais lui demander s'il sait comment une fille est faite. Un garçon n'est pas aussi compliqué d'en bas qu'une fille, je crois. Sur les photos ou les reproductions d'hommes nus, on voit quand même très bien comment ils sont faits, mais pas les femmes. Chez elles, les parties sexuelles, ou je ne sais trop comment cela s'appelle, se situent beaucoup plus entre les jambes. Il n'a sûrement jamais dû voir une fille de si près, et à vrai dire, moi non plus. Évidemment, c'est beaucoup plus facile chez les garçons. Mais comment pourrais-je bien lui décrire l'installation? Parce que j'ai compris, d'après ce qu'il m'a dit, qu'il ne s'en fait pas une idée précise. Il parlait du Muttermund, col de l'utérus, mais il se trouve à l'intérieur, on ne peut pas le voir. Les choses sont tout de même très bien organisées chez nous. Avant d'avoir 11 ou 12 ans, je ne savais pas qu'il existait en plus les petites lèvres, on ne pouvait absolument pas les voir. Et le plus beau, c'est que je croyais que l'urine sortait du clitoris. Quand j'ai demandé une fois à maman à quoi servait cette excroissance, elle m'a dit qu'elle ne le savait pas étonnant, elle a toujours de ces réactions stupides. Mais revenons-en à notre sujet. Comment faire pour en décrire la composition, sans exemple à l'appui? Et si je m'y essayais pour voir? Allons-y. Devant, quand on est debout, on ne voit rien que des poils. Entre les jambes se trouvent en fait des espèces de petits coussinets, des choses molles, elles aussi couvertes de poils, qui se touchent quand on se met debout. À ce moment-là, on ne peut pas voir ce qui se trouve à l'intérieur. Quand on s'assoit, elles se séparent, et dedans, c'est très rouge et laidement charnu. Dans la partie supérieure, entre les grandes lèvres, en haut, il y a un repli de peau que, si l'on observe mieux, est une sorte de petite poche, c'est le clitoris. Puis il y a les petites lèvres, elles se touchent elles aussi, et forment comme un repli. Quand elles s'ouvrent, on trouve à l'intérieur un petit bout de chair, pas plus grand que l'extrémité de mon pouce. Le haut de ce bout de chair est poreux, il comporte différents trous, et de là sort l'urine. Le bas semble n'être que de la peau, mais pourtant c'est là que se trouve le vagin. Des replis de peau le recouvrent complètement, on a beaucoup de mal à le dénicher. Le trou en dessous est si minuscule que je n'arrive presque pas à m'imaginer comment un homme peut y entrer, et encore moins comment un enfant entier peut en sortir. On arrive tout juste à faire entrer l'index dans ce trou, et non sans mal. Voilà tout, et pourtant cela joue un si grand rôle. Bien à toi, Anne M. Frank. Samedi 25 mars 1944. Cher Kitty, quand on est soi-même en train de changer, on ne s'en aperçoit pas avant d'avoir changé. J'ai changé, même en profondeur, totalement et en tout. Mes opinions, mes conceptions, mon regard critique, mon aspect extérieur, mes préoccupations intérieures, tout a changé. Et d'ailleurs pour le mieux, je peux l'affirmer sans crainte, car c'est vrai. Je t'ai déjà raconté combien il m'avait été difficile de passer, quand je suis arrivé ici, de ma vie douillette de petite personne adulée à la dure réalité des réprimandes et des adultes. Mes papa et maman sont en grande partie responsables de tout ce que j'ai dû supporter. À la maison, ils ont bien voulu me laisser ce plaisir, et c'était très bien. Mais ici, ils n'auraient pas dû en plus me monter la tête par-dessus le marché et ne me montrer que leur conception des choses dans toutes leurs disputes et dans leurs séances de commérage. Avant de m'apercevoir que dans leurs disputes, ils avaient chacun raison pour 50-50, il m'en a fallu du temps. Mais à présent, je sais combien de fautes ont été commises ici, par les vieux comme par les jeunes. La plus grande faute de papa et de maman vis-à-vis des Van Damme est de ne jamais leur parler de manière franche et amicale, même si cette amitié est peut-être un peu factice. Je veux avant tout préserver la paix ici et éviter de me disputer ou de médire. Avec papa et Margot, ce n'est pas difficile, mais avec maman, ça l'est. Aussi est-ce une bonne chose. Si elle-même me reprend parfois, on peut facilement se mettre M. Van Damme dans la poche en lui donnant raison, en l'écoutant en silence et sans trop parler, et surtout en répondant par une autre blague à chacune de ses blagues et de ses astuces vaseuses. Quant à madame, on la charme en parlant franchement et en s'aidant surtout. Il faut dire qu'elle admet ouvertement ses défauts, qui sont extrêmement nombreux. Je sais trop bien qu'elle a une moins mauvaise opinion de moi qu'au début. Et cela vient seulement de ma franchise et de mon habitude de dire en face même les choses les moins flatteuses. Je veux être franche et je trouve qu'ainsi on est bien plus avancé. En plus, on se sent beaucoup mieux. Hier, madame me parlait du riz que nous avons donné au Clément. Nous avons donné et encore donné,
Et puis il est arrivé au moment où j'ai dit « Maintenant cela suffit, Monsieur Clément peut se débrouiller tout seul pour trouver du riz. S'il en prend la peine, pourquoi devons-nous nous défaire de toutes nos réserves ?» Nous tous ici en avons autant besoin qu'eux, a dit madame. Non, madame, ai-je répondu, je ne suis pas d'accord avec vous. Monsieur Clément peut sans doute se procurer du riz, mais il lui est désagréable de s'en préoccuper. Ce n'est pas à nous de critiquer les gens qui nous aident. Nous devons leur donner tout ce dont nous pouvons éventuellement nous passer et ce dont ils ont besoin. Une petite assiette de riz par semaine ne nous apporte rien de plus. Nous pouvons tout aussi bien manger des légumes secs. Madame n'était pas de cet avis, mais elle a dit aussi que même si elle n'était pas d'accord, elle voulait bien céder. C'était une toute autre affaire. Bon, je préfère arrêter. Parfois je sais où est ma place. Parfois j'en doute encore, mais j'y arriverai. C'est certain. Surtout que j'ai maintenant un soutien, car Peter m'aide plus d'une fois à supporter un savon ou à avaler une pilule amère. Je ne sais absolument pas dans quelle mesure il m'aime, et si nous en viendrons jamais à nous embrasser. En tout cas, je ne veux rien forcer. À papa, j'ai dit que je rendais souvent visite à Peter, et je lui ai demandé s'il était d'accord. Bien sûr qu'il était d'accord. À Peter, je parle beaucoup plus facilement de choses qu'autrement je ne confie jamais. Ainsi, je lui ai dit que plus tard, je veux beaucoup écrire, et même si je ne deviens pas écrivain, ne jamais négliger l'écriture, à côté de mon travail ou de mes activités. Je ne suis pas riche en argent ou en biens matériels, je ne suis pas jolie, pas intelligente, pas douée, mais je suis heureuse et le resterai. J'ai une nature heureuse, j'aime les gens, je ne suis pas méfiante et je veux les voir tous heureux avec moi. Ton affectionnée Anne M. Frank. Une fois de plus, la journée ne m'a rien apporté, et en ténèbres, elle s'est transformée. Ces vers datent de plusieurs semaines, ils ne comptent plus, mais comme j'en fais si rarement, je les écris quand même. Lundi 27 mars 1944. Cher Kitty, la politique devrait en fait constituer un très gros chapitre de l'histoire écrite de notre clandestinité. Mais comme, personnellement, le sujet ne me préoccupe pas spécialement, je l'ai laissé de côté bien trop souvent. Aussi vais-je aujourd'hui, pour une fois, consacrer une lettre entière à la politique. Le fait qu'il existe une foule de conceptions différentes sur la question est évident. Que l'on en parle beaucoup en ces temps difficiles de guerre est encore plus logique. Mais que l'on se dispute tant à ce sujet est tout simplement idiot. Ils peuvent faire des paris, rire, jurer, ronchonner, tout ce qu'ils veulent, du moment qu'ils mijotent dans leur jus, et surtout qu'ils ne se disputent pas, car alors, la plupart du temps, les conséquences sont moins heureuses. Les gens qui viennent du dehors apportent énormément de fausses nouvelles. Notre radio, en revanche, n'a jamais menti jusqu'à présent. Yann, Miep, Clément, Bepp et Kugler ont tous des hauts et des bas dans leurs espoirs politiques, Yann peut-être moins que les autres. Ici, à l'annexe, les sentiments sont toujours les mêmes à propos de la politique. Lors des innombrables débats sur le débarquement, les bombardements aériens, les discours, etc., on entend des exclamations tout aussi innombrables comme « C'est pas croyable, mon Dieu, s'ils s'y mettent seulement maintenant, qu'est-ce qu'on va devenir ?» Tout se passe comme sur tes roulettes, parfait, magnifique. Les optimistes et les pessimistes, et surtout n'oublions pas les réalistes, donnent leur avis avec une énergie infatigable, et comme pour tout, chacun pense qu'il est le seul à avoir raison. Une certaine dame s'irrite de la confiance infinie de monsieur son mari envers les Anglais. Un certain monsieur s'en prend à sa dame à cause de ses réflexions taquines et dédaigneuses sur sa nation préférée. Du matin jusqu'au soir, et le plus beau c'est qu'il ne s'en lasse jamais. J'ai fait une trouvaille qui marche du tonnerre. C'est comme si on piquait quelqu'un avec une aiguille pour le faire bondir. Ma technique marche exactement de la même façon. On lance le débat sur la politique, une question, un mot, une phrase, et voilà toute la famille aussitôt dans le feu de l'action. Comme si les bulletins des forces armées et la BBC ne suffisaient pas, il existe depuis pas très longtemps un point de la situation aérienne. En un mot, magnifique, mais aussi, revers de la médaille, souvent décevant. Les Anglais se servent de leurs armes aériennes en continu, cette persévérance n'ayant d'égal que celle des mensonges allemands, eux aussi débités en continu. Ainsi la radio est déjà allumée à 8 heures du matin, sinon avant, et on l'écoute toutes les heures jusqu'à 9 heures, 10 heures, ou parfois même 11 heures du soir. Voilà la plus belle preuve que les adultes ont de la patience et sont un peu durs du cerveau. Certains, bien sûr, je ne veux offenser personne. Nous devrions avoir assez d'une émission, ou de 2 au plus pour toute la journée. Mais ces vieilles oies, enfin je l'ai déjà dit. Programme des travailleurs.
Radio Orange, Frank Phillips ou Sa Majesté, Wilhelmine, tout y passe, ils y prêtent sans distinction une oreille docile, et s'ils ne sont pas en train de manger ou de dormir, alors ils sont assis devant la radio et parlent de manger, de dormir et de politique. Oh, comme cela devient agaçant, et quel tour de force que d'éviter de se transformer en une petite vieille ennuyeuse. Nos vieux, eux, ne risquent plus grand-chose de ce côté-là. Pour donner un exemple édifiant, le discours de ce Winston Churchill, si cher à nos cœurs, est idéal. 9 heures dimanche soir. Le thé est tenu au chaud sur la table, les invités entrent dans la pièce. Dussel s'installe à gauche de la radio, monsieur devant, Peter à côté. Maman près de monsieur, madame derrière. Margot et moi tout au fond épient ma table. Je constate que je ne décris pas très clairement notre disposition, mais en fin de compte, nos places n'ont pas tellement d'importance. Les messieurs fument comme des pompiers. Peter, à force de se concentrer pour mieux écouter, a les yeux qui se ferment. Maman, dans un long négligé foncé, et madame toute tremblante à cause des avions qui, sans se soucier du discours le moins du monde, se dirigent allègrement vers Essen, papa buvant bruyamment son thé, Margot et moi unis fraternellement par Mouchy endormi, qui a jeté son dévolu sur 2 genoux différents. Margot a des bigoudis dans les cheveux. Je suis vêtu pour la nuit d'une tenue beaucoup trop petite, trop étroite et trop courte. L'atmosphère semble intime, conviviale et paisible. Elle l'est d'ailleurs, cette fois-là. Pourtant, j'attends avec angoisse les réactions au discours. C'est qu'ils ont du mal à se contenir, trépignent d'impatience dans l'attente de la prochaine dispute. Ks ks, comme un chat qui attire une souris hors de son trou. Ils s'aiguillonnent les uns les autres jusqu'à provoquer la dispute ou la brouille. Bien à toi, Anne. Mardi 28 mars 1944. Très chère Kitty, je pourrais en écrire encore beaucoup sur la politique, mais aujourd'hui j'ai d'abord un tas d'autres nouvelles à rapporter. Premièrement, maman m'a en fait interdit d'aller là-haut, car d'après elle, madame Vandamme est jalouse. Deuxièmement, Peter a invité Margot à venir là-haut avec moi. Je ne sais pas si c'est par politesse ou si c'est sérieux. Troisièmement, je suis allé demander à papa s'il trouvait que je devais me soucier de cette jalousie, et il a dit que non. Et maintenant, maman est fâchée, ne veut pas me laisser monter, insiste pour me faire à nouveau travailler ici, avec Dussel. Elle est peut-être jalouse, elle aussi. Papa veut bien nous accorder, à Peter et moi, ces quelques heures, et ne voit aucun inconvénient à ce que nous nous entendions si bien. Margot aime Peter aussi, mais a l'impression qu'on ne peut pas parler aussi bien à 3 qu'à 2. Sinon, maman pense que Peter est amoureux de moi. Pour être honnête, je voudrais que ce soit vrai. À ce moment-là, nous serions quittes, et nous pourrions nous atteindre beaucoup plus facilement. En plus, elle dit qu'il me regarde sans arrêt. Il est vrai que nous nous faisons des clins d'œil plus d'une fois à travers la pièce, et qu'il regarde les fossettes de mes joues. Mais je ne peux rien y changer, non? Je suis dans une position très difficile. Je m'oppose à maman et elle à moi. Papa ferme les yeux devant cette lutte silencieuse. Maman est triste car elle m'aime encore. Je ne suis pas triste du tout car elle a perdu tout crédit auprès de moi. Et Peter, je ne veux pas renoncer à Peter. Il est si doux et je l'admire tant. Tout pourrait devenir si beau entre nous. Pourquoi faut-il que les vieux mettent encore leur nez dans nos affaires? Heureusement, j'ai l'habitude de cacher mes émotions, et j'arrive d'ailleurs très bien à ne pas laisser transparaître à quel point je l'adore. Va-t-il jamais se déclarer? Sentirai-je jamais sa joue comme celle de Peetle dans mon rêve? Oh, Peter et Peetle, vous êtes une seule et même personne. Eux, ils ne nous comprennent pas. Ils ne pigeraient jamais que nous puissions nous contenter de rester assis l'un près de l'autre sans parler. Ils ne comprennent pas ce qui nous attire tant l'un vers l'autre. Oh, quand aurons-nous enfin réussi à vaincre les difficultés, et pourtant comme il est bon de les vaincre, car la fin n'en est que plus belle. Quand il est allongé, la tête sur les bras et les yeux fermés, il est encore enfant. Quand il joue avec Mouchy ou parle de lui, il est tendre. Quand il porte les pommes de terre ou d'autres choses lourdes, alors il est fort. Quand il va regarder au moment des tirs ou vérifier dans le noir s'il y a des voleurs, il est courageux. Et quand il est gauche ou malhabile, alors justement, il est attendrissant. J'aime beaucoup mieux qu'il me donne une explication que de devoir, moi, lui apprendre quelque chose. J'aimerais tant que dans presque tous les domaines, il l'emporte sur moi. Je me fiche bien de toutes ces mères. Oh, si seulement il pouvait se déclarer. Papa dit toujours que je fais ma mijaurée, mais ce n'est pas vrai, je suis seulement coquette. Je n'ai pas encore entendu beaucoup de gens me dire qu'ils me trouvent jolie. À part C.N. qui m'a dit que j'étais très mignonne quand je souriais. Hier pourtant, Peter m'a fait un compliment sincère, et je vais rapporter à peu près notre conversation, comme ça, pour le plaisir. Peter me disait très souvent
Souris pour voir. Cela m'a frappé et hier je lui ai demandé. Pourquoi faut-il donc que je souris tout le temps? Parce que c'est mignon, cela te donne des fossettes sur les joues. Comment ça se fait? Je suis né avec, j'en ai une aussi au menton. C'est la seule chose que j'ai de jolie. Mais non, ce n'est pas vrai du tout. Si, je sais très bien que je ne suis pas une belle fille, je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais. Je ne suis absolument pas d'accord avec toi, moi je te trouve jolie. Ce n'est pas vrai. Si, je te le dis, tu peux me croire. Alors naturellement, je dis la même chose de lui. Bien à toi, Anne M. Frank. Mercredi 29 mars 1944. Cher Kitty, hier soir, le ministre Bolkestein a dit sur Radio Orange qu'à la fin de la guerre, on rassemblerait une collection de journaux et de lettres portant sur cette guerre. Évidemment, ils se sont tous précipités sur mon journal. Pense comme ce serait intéressant si je publiais un roman sur l'annexe. Rien qu'au titre, les gens iraient s'imaginer qu'il s'agit d'un roman policier. Non, mais sérieusement, environ 10 ans après la guerre, cela fera déjà sûrement un drôle d'effet aux gens si nous leur racontons comment nous, Juifs, nous avons vécu, nous nous sommes nourris et nous avons discuté ici. Même si je te parle beaucoup de nous, tu ne sais que très peu de choses de notre vie. L'angoisse que ressentent les dames lors des bombardements, par exemple dimanche, lorsque 350 appareils anglais ont largué 1/2 million de kilos de bombes au-dessus d'Ijmuden, la façon dont les maisons se mettent alors à trembler comme un brin d'herbe dans le vent, le nombre d'épidémies qui sévissent ici. De toutes ces choses dont tu ne sais rien, il me faudrait passer la journée entière à écrire, si je devais tout te raconter dans les moindres détails. Les gens font la queue pour se procurer des légumes et tout ce qu'on peut imaginer. Les médecins ne peuvent pas se rendre auprès des malades, parce qu'on vole leurs véhicules à tout bout de champ. Les cambriolages et les vols sont innombrables, à tel point qu'on finit par se demander quelle mouche pique les Hollandais pour qu'ils soient devenus tout d'un coup aussi voleurs. Des petits enfants de 8 et 11 ans brisent les fenêtres des appartements pour voler de tout sans distinction. Personne n'ose quitter son domicile pour 5 minutes, car quand on part, le contenu de l'appartement part aussi. Tous les jours dans le journal, des annonces paraissent, promettant une récompense pour la restitution de machines à écrire, de tapis persans, de pendules électriques, d'étoffes, etc. On démonte les pendules électriques dans les rues, on défait les téléphones dans les cabines, jusqu'au dernier fil. Le moral de la population ne peut pas être bon, tout le monde a faim, les rations de la semaine suffisent à peine pour tenir 2 jours, sauf celles d'ersatz de café. Le débarquement se fait attendre, les hommes sont obligés de partir en Allemagne, les enfants tombent malades ou sont sous-alimentés, tous ont de mauvais habits et de mauvaises chaussures. Une semelle coûte 7,5 florins au marché noir. En plus, la plupart des cordonniers n'acceptent plus de clients, ou alors il faut attendre 4 mois avant que les chaussures soient prêtes, et elles ont souvent disparu entre-temps. Dans tout cela, une chose est bonne. Les actions de sabotage contre les autorités ne cessent de se multiplier, en réaction à une nourriture de plus en plus mauvaise et à des mesures de plus en plus sévères contre la population. Tout le service du rationnement, la police, les fonctionnaires ou bien sont solidaires pour aider leurs compatriotes, ou bien les dénoncent et ainsi les font mettre en prison. Heureusement, il n'y a qu'un petit pourcentage de citoyens néerlandais du mauvais côté. Bien à toi, Anne. Vendredi 31 mars 1944. Cher Kitty, imagine un peu, il fait encore assez froid, mais la plupart des gens n'ont plus de charbon depuis bientôt 1 mois. C'est moche, non? D'une manière générale, le moral a repris le dessus pour le front russe, car c'est fantastique. Je ne parle pas souvent de politique, mais il faut tout de même que je t'informe de leur position actuelle. Ils sont à la frontière du gouvernement général et du côté de la Roumanie, au bord du Prusse. Ils sont très très près d'Odessa, ils ont encerclé Tarnopol. Ici, ils attendent chaque soir un communiqué de Staline. À Moscou, ils tirent tant de salves d'honneur que chaque jour, toute la ville doit en vibrer. Je ne sais pas si c'est parce que cela les amuse de faire comme si la guerre était à leur porte, ou parce qu'ils n'ont pas d'autre façon d'exprimer leur joie. La Hongrie est occupée par les troupes allemandes. 1 million de Juifs y sont encore. Maintenant, ils vont sûrement y passer aussi. Ici, rien de spécial. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de M. Van Damme. Il a reçu 2 paquets de tabac, du café pour une seule tasse. Sa femme l'avait mis de côté. Du punch au citron de la part de Kugler, des sardines de la part de Miep, de l'eau de Cologne de notre part, 2 branches de lilas et des tulipes. Sans oublier une tarte aux framboises un peu collante à cause de la mauvaise farine et de l'absence de beurre, mais quand même bonne. Les ragots sur Peter et moi se sont un peu calmés. Il doit venir me chercher ce soir, c'est tout de même gentil de sa part, non?
parce qu'il n'aime vraiment pas le faire. Nous sommes d'excellents amis, nous sommes très souvent ensemble et discutons de tous les sujets possibles et imaginables. Je trouve vraiment agréable de ne pas avoir à rester sur mes gardes, comme ce serait le cas avec d'autres garçons, quand nous abordons des domaines délicats. Nous parlions par exemple de sang, ainsi en sommes-nous venus naturellement à la menstruation, etc. Il nous trouve tout de même endurantes, nous les femmes, de pouvoir supporter une perte de sang. Moi aussi, il me trouve endurante. Tiens, on se demande bien pourquoi. Ma vie ici s'est améliorée très nettement. Dieu ne m'a pas abandonné et ne m'abandonnera pas. Bien à toi, Anne M. Frank. Samedi 1er avril 1944. Très cher Kitty. Et pourtant, tout est encore si difficile, tu comprends sûrement ce que je veux dire, non? J'ai tellement envie qu'il me donne un baiser, ce baiser qui se fait tant attendre. Me considère-t-il toujours comme une camarade? Ne suis-je pas davantage? Tu sais, et moi je sais, que je suis forte, que je suis capable de faire face seule à la plupart de mes ennuis. Je n'ai jamais eu l'habitude de partager mes ennuis avec une autre personne. Je ne me suis jamais raccroché à une mère. Mais à présent, j'aimerais tant poser une fois ma tête sur son épaule à lui et simplement me sentir calme. Je ne peux pas et ne pourrai jamais oublier mon rêve de la joue de Peter, quand tout n'était que bonheur. N'en a-t-il pas envie, lui aussi? Est-il simplement trop timide pour avouer son amour? Pourquoi veut-il si souvent que je sois près de lui? Oh, pourquoi ne parle-t-il pas? Il faut que j'arrête, il faut que je garde mon calme. Je vais retrouver mon courage, et avec un peu de patience, les choses finiront par arriver. Mais... Et voilà le pire, on dirait tellement que je lui cours après. C'est toujours moi qui vais là-haut, et non pas lui qui descend me voir. Mais cette situation est due à la répartition des pièces, et il comprend le problème. Oh oui, il doit sûrement comprendre bien d'autres choses. Bien à toi, Anne M. Frank. Lundi 3 avril 1944. Très cher Kitty, en contradiction totale avec mes habitudes, je vais te parler en détail de nourriture. Car non seulement à l'annexe, mais dans tous les Pays-Bas, dans toute l'Europe et plus loin encore, ce facteur est devenu primordial et très compliqué. Pendant les 21 mois que nous avons passés ici, nous avons déjà traversé un grand nombre de périodes alimentaires. Je vais t'expliquer à l'instant ce que cela signifie. Par périodes alimentaires, je veux dire des périodes où l'on ne peut manger qu'un seul plat ou qu'un seul légume. Pendant un certain temps, nous n'avions rien d'autre à manger chaque jour que de la chicorée, avec sable ou sans sable, en potée, en salade et dans le plat à four. Puis il y a eu les épinards, ensuite le chou rave, les salsifis noirs, les concombres, les tomates, la choucroute, etc. Ce n'est vraiment pas drôle de ne manger midi et soir que de la choucroute, par exemple, mais on est prêt à beaucoup de choses quand on a faim. Mais en ce moment, nous sommes dans la période idéale, car nous ne recevons plus aucun légume vert. Pour le déjeuner, notre menu de la semaine se compose de haricots rouges, soupe de pois, pommes de terre avec boulettes de farine, paillasson de pommes de terre, par la grâce de Dieu, des pousses de navets ou des carottes pourries, et ensuite des haricots rouges encore une fois. Nous mangeons des pommes de terre à tous les repas, à commencer par le petit déjeuner à cause du manque de pain, mais à ce repas-là, elles sont du moins un peu sautées. Pour la soupe, nous nous servons de haricots rouges et blancs, de pommes de terre, de julienne en sachet, de suprême de volaille en sachet, de haricots rouges en sachet. On trouve des haricots rouges dans tout, et même surtout dans le pain. Le soir, nous mangeons toujours des pommes de terre avec du jus de viande en cubes, et heureusement qu'il nous en reste encore, des betteraves en salade. Il faut encore que je parle des boulettes de farine. Nous les fabriquons avec de la farine de rationnement, de l'eau et de la levure. Elles sont tellement collantes et dures qu'on a l'impression d'avoir des pierres dans l'estomac. Mais bon. Notre grande attraction est une petite tranche de pâté de foie chaque semaine et de la confiture sur du pain sec. Mais nous sommes encore en vie, et c'est souvent bon, même. Bien à toi, Anne M. Frank. Mercredi 5 avril 1944. Très cher Kitty, pendant une longue période, je ne savais plus pourquoi je continuais à travailler. La fin de la guerre est tellement loin, irréelle. C'est un si beau conte de fées. Si la guerre n'est pas encore terminée en septembre, je n'irai plus à l'école, car je ne veux pas être en retard de 2 années. Les jours ont été pleins de Peter, et de Peter uniquement, de rêves et de pensées, jusqu'à samedi soir où je me suis totalement laissé aller. Non, vraiment, c'était affreux. Dans la chambre de Peter, je ne faisais que contenir mes larmes. Plus tard, je me suis mise à rire comme une folle avec les Van Damme, au moment du punch au citron. J'étais gai et excité, mais à peine seul, j'ai senti que je devais me soulager en pleurant. En chemise de nuit, je me suis laissé glisser par terre et j'ai d'abord concentré mon esprit sur une longue prière. Puis, la tête sur les bras, les genoux repliés,
J'ai pleuré sur le sol nu, totalement ramassé sur moi-même. Un sanglot bruyant m'a ramené à la réalité de ma chambre et j'ai dominé mes larmes, car il ne fallait pas qu'ils m'entendent à côté. Puis j'ai essayé de reprendre courage, je ne disais rien d'autre que « Il le faut, il le faut, il le faut ». Toute courbaturée par cette position inhabituelle, je suis tombé contre le rebord du lit et j'ai continué à me battre. Et peu après 10h30, je me suis mis au lit, c'était fini. Et maintenant, c'est complètement fini. Je dois travailler pour ne pas rester idiote, pour progresser, pour devenir journaliste, car voilà ce que je veux. Je sais que je peux écrire, certaines de mes histoires sont bonnes, mes descriptions de l'annexe humoristique, beaucoup de choses dans mon journal sont parlantes, mais si j'ai vraiment du talent, cela reste à voir. Le rêve d'Eva est mon meilleur conte, et le plus incroyable, c'est que je ne sais vraiment pas d'où je le tire. Dans la vie de Caddy, il y a beaucoup de bonnes choses, mais l'ensemble est nul. Le meilleur et le plus sévère de mes juges ici, c'est bien moi. C'est moi qui sais ce qui est bien ou mal écrit. Quand on n'écrit pas, on ne peut pas savoir à quel point c'est agréable. Avant, je regrettais toujours d'être complètement incapable de dessiner, mais à présent, je suis trop contente de savoir au moins écrire. Et si je n'ai pas le talent d'écrire dans les journaux ou d'écrire les livres, alors je pourrais toujours écrire pour moi-même. Mais je veux aller plus loin, je ne veux pas m'imaginer une vie comme celle de maman, de Madame Van Damme, et de toutes ces femmes qui font leur travail puis qu'on oublie. Je dois avoir une chose à laquelle je peux me consacrer, en plus de mon mari et de mes enfants. Oui, je ne veux pas, comme la plupart des gens, avoir vécu pour rien. Je veux être utile ou agréable aux gens qui vivent autour de moi et qui ne me connaissent pourtant pas. Je veux continuer à vivre, même après ma mort. Et c'est pourquoi je suis si reconnaissante à Dieu de m'avoir donné à la naissance une possibilité de me développer et d'écrire, et donc d'exprimer tout ce qu'il y a en moi. Quand j'écris, je me débarrasse de tout, mon chagrin disparaît, mon courage renaît. Mais voilà la question capitale. Serais-je jamais capable d'écrire quelque chose de grand? Deviendrai-je jamais journaliste et écrivain? Je l'espère, oh, je l'espère tellement, car en écrivant, je peux tout consigner, mes pensées, mes idéaux et les fruits de mon imagination. Cela fait longtemps que je n'ai pas travaillé à la vie de Caddy. Dans ma tête, je connais exactement la suite de l'histoire, mais ça ne coule pas bien. Peut-être que je ne terminerai jamais, que le tout finira au panier ou dans le poêle. C'est une pensée très désagréable, mais je me dis qu'à 14 ans et avec si peu d'expérience, on ne peut quand même pas écrire de la philosophie. Alors il faut persévérer, reprendre courage. Je vais finir par y arriver, car écrire, voilà ce que je veux. Bien à toi, Anne M. Frank. Jeudi 6 avril 1944. Cher Kitty, tu m'as demandé quels étaient mes hobbies et mes intérêts, et je vais te répondre, mais je te préviens, ne t'affole pas, j'en ai tout un tas. D'abord, écrire, mais en fait, cela ne compte pas comme hobby. Numéro 2, les arbres généalogiques. Je cherche les arbres généalogiques des familles royales françaises, allemandes, espagnoles, anglaises, autrichiennes, russes, norvégiennes et hollandaises, dans tous les journaux, livres et documents. J'en sais déjà beaucoup sur un grand nombre d'entre elles, d'autant plus que depuis longtemps, je prends des notes dans toutes les biographies ou tous les livres d'histoire que je lis. Je recopie même de nombreux passages d'histoire. De fait, mon troisième hobby, c'est l'histoire. Papa m'a déjà acheté beaucoup de livres là-dessus. J'ai vraiment hâte de voir le jour où je pourrai éplucher tous les livres de la bibliothèque municipale. En numéro 4 vient la mythologie de la Grèce et de Rome. Là aussi, j'ai différents livres à ce sujet. Les 9 muses ou les 7 amours de Zeus, je peux te les nommer sans problème. Les femmes d'Héraclès, etc., je les connais sur le bout des doigts. Mes autres passions sont les stars de cinéma et les photos de famille. Adore lire et adore les livres, m'intéresse beaucoup à l'histoire de l'art, en particulier aux écrivains, aux poètes et aux peintres. Pour les musiciens, cela viendra peut-être plus tard. J'éprouve une antipathie certaine pour l'algèbre, la géométrie et le calcul. Toutes les autres matières scolaires, je les apprends avec plaisir, mais surtout l'histoire. Bien à toi, Anne M. Frank. Mardi 11 avril 1944. Cher Kitty, la tête me tourne, je ne sais vraiment pas par où commencer. Le jeudi, la dernière fois que je t'ai écrit, s'est passé normalement. Vendredi, c'était le vendredi saint. L'après-midi, nous avons joué au jeu de la bourse, comme le samedi après-midi d'ailleurs. Ces jours ont passé très vite. Samedi vers 2h, on a commencé à tirer sans arrêt, des canons à tir rapide d'après ces messieurs, puis tout est redevenu calme. Le dimanche après-midi, sur mon invitation, Peter est venu me voir à 4h30. À 5h15, nous sommes allés au grenier de devant, où nous sommes restés jusqu'à 6h. De 6h à 7h15, la radio diffusait un beau concert de Mozart.
La petite musique de nuit m'a plu par-dessus tout. Dans la pièce, je n'arrive presque pas à écouter, car lorsque j'entends une belle musique, je suis toute remuée. Dimanche soir, Peter n'a pas pu prendre de bain, puisque le baquet plein de linge était dans la cuisine en bas. À 8 heures, nous sommes allés tous les deux dans le grenier de devant, et pour pouvoir nous asseoir confortablement, j'ai pris le seul oreiller disponible dans notre chambre. Nous nous sommes assis sur une caisse. Caisse et oreiller étaient très étroits, nous étions serrés l'un contre l'autre, et nous nous servions d'autres caisses comme dossiers. En plus, Mouchi nous tenait compagnie, nous n'étions donc pas à l'abri des regards. Soudain, à 9h moins le quart, M. Vandan a sifflé et a demandé si nous avions un oreiller de M. Dussel. Nous nous sommes levés d'un bond pour descendre avec oreiller, chat et Vandan. Cet oreiller nous a valu un tas d'ennuis. Dussel était en colère parce que nous avions pris son oreiller et qu'il craignait d'y trouver des puces. Il a fait une histoire de tous les diables pour ce malheureux oreiller. Pour nous venger de son caractère de cochon, Peter et moi avons caché 2 brosses dures dans son lit, que nous avons dû retirer parce qu'il est revenu encore une fois dans la chambre. Nous nous sommes bien amusés de cet intermède. Mais notre joie ne devait pas durer longtemps. À 9h30, Peter a frappé doucement à la porte et a demandé à papa s'il ne voulait pas venir l'aider un instant, pour une phrase compliquée en anglais. « C'est louche, ai-je dit à Margot. Il a inventé un prétexte. C'est gros comme une maison. Au ton des messieurs, on dirait qu'il y a eu un cambriolage. » Ma supposition s'est révélée juste, on cambriolait l'entrepôt. En un rien de temps, papa, Vandan et Peter étaient en bas. Margot, maman, madame et moi attendions. 4 femmes angoissées ont besoin de parler, c'était notre cas, quand soudain nous avons entendu un coup en bas, puis le silence total. La pendule a sonné 10h moins le quart. La couleur avait disparu de nos visages, mais nous étions encore calmes, même si nous avions peur. Que faisaient donc les messieurs? Quel était ce coup? Étaient-ils en train de se battre avec les cambrioleurs? Personne ne se posait plus de questions, nous attendions. 10h. Des pas dans l'escalier. Papa est entré dans la pièce, pâle et nerveux, suivi de M. Vandan. « Éteignez les lumières, montez doucement là-haut. Nous pensons que la police va venir. » Pas le temps de nous inquiéter, nous avons éteint les lumières, j'ai pris en vitesse une veste, et nous étions déjà en haut. « Alors, que s'est-il passé? Racontez-nous vite. » Plus personne pour le faire, les messieurs étaient déjà redescendus. Ils ne sont revenus tous les 4 qu'à 10h10. 2 d'entre eux se sont postés devant la fenêtre de Peter. La porte donnant sur le palier était fermée et la porte bibliothèque refermée. Nous avons recouvert la lampe de chevet d'un chandail, puis ils nous ont raconté. Peter était sur le palier quand il a entendu 2 coups violents. Il est descendu et a vu qu'il manquait une grosse planche dans la partie gauche de la porte de l'entrepôt. Il est remonté en courant, a prévenu les membres de la famille capables de se défendre, puis ils sont descendus tous les 4. Les cambrioleurs étaient en plein travail quand ils sont entrés dans l'entrepôt. Sans réfléchir, Vandan a crié « Police !» Des pas précipités dehors, les cambrioleurs avaient pris la fuite. Afin d'éviter que la police ne remarque le trou, la planche a été replacée, mais un grand coup de pied du dehors l'a envoyé voler par terre. Les messieurs restaient perplexes devant tant d'audace. Vandan et Peter sentaient monter en eux des envies de meurtre. Vandan a frappé fort dans le plancher avec la hache. Tout est redevenu silencieux. Ils ont replacé la planche devant le trou, mais nouvelle alerte, un couple dehors a éclairé tout l'entrepôt avec une lampe de poche très puissante. « Sapristi !» a grommelé l'un des messieurs. À présent, il passait du rôle de policier à celui de cambrioleur. Tous les 4 sont remontés en courant. Vandan et Dussel ont pris au passage les livres de ce dernier. Peter a ouvert les portes et les fenêtres de la cuisine et du bureau privé, a flanqué le téléphone par terre, et ils se sont retrouvés tous les 4 derrière les portes de la cachette. Fin de la première partie. Selon toute vraisemblance, le couple à la lampe de poche avait prévenu la police. C'était le dimanche soir, le soir du jour de Pâques. Le lendemain, lundi de Pâques, personne au bureau, donc personne ne pouvait rien faire avant mardi matin. Imagine-toi 2 nuits et 1 jour à vivre dans l'angoisse. Nous ne pensions à rien, restions assis là-haut dans l'obscurité totale, car madame, de peur, avait complètement dévissé l'ampoule. Les voix chuchotaient, à chaque craquement on entendait des « chut, chut ». 10h30, 11h ont passé, pas un son. Chacun leur tour, papa et Vandan venaient nous voir. Puis à 11h15, des bruits en bas. Chez nous, on entendait distinctement respirer toute la famille. Pour le reste, nous étions immobiles. Des pas dans la maison, dans le bureau privé, dans la cuisine. Puis, dans notre escalier. Tout le monde retenait son souffle. 8 cœurs battaient à tout rompre. Des pas dans notre escalier, puis des secousses à notre porte bibliothèque. Moment indescriptible. J'ai dit « Nous sommes perdus ». Et je nous voyais tous les 8 emmenés la nuit même par la Gestapo. Secousse à la porte bibliothèque à 2 reprises, puis une boîte est tombée. Les pas se sont éloignés. Pour l'instant, nous étions sauvés.
Un frisson nous a tous parcourus. Sans en distinguer la provenance, j'entendais des claquements dedans. Personne ne disait plus rien. Nous sommes restés ainsi jusqu'à 11h30. On n'entendait plus rien dans la maison, mais la lumière était allumée sur notre palier, juste devant la bibliothèque. Notre bibliothèque avait-elle paru mystérieuse? Ou la police avait-elle oublié d'éteindre? Quelqu'un allait-il venir le faire? Les langues se sont déliées, tout le monde était parti, à part un gardien devant la porte, peut-être. Alors nous avons fait 3 choses. Nous avons émis des suppositions, nous avons tremblé de peur, et nous sommes allés aux toilettes. Les seaux étaient au grenier, seule la corbeille à papier en métal de Peter pouvait nous servir. Vandana était le premier, puis papa, maman étant trop gênée. Papa emportait la corbeille dans la chambre, où Margot, madame et moi étions ravis d'en faire usage. Finalement, maman s'est décidée elle aussi. À chaque fois, la personne demandait du papier, j'en avais heureusement dans ma poche. La corbeille puait, tout le monde chuchotait, et nous étions fatigués. Il était minuit. Allongez-vous par terre et dormez. On nous a donné à chacune, Margot et moi, un oreiller et une couverture. Margot était allongée non loin de l'armoire à provisions, moi entre les pieds de la table. Près du sol, la puanteur n'était pas aussi forte, mais madame est tout de même allée chercher sur la pointe des pieds un peu de chlorure de chaux. Un torchon sur le pot a servi de deuxième écran. Bavardage, chuchotement, peur, puanteur, paix et quelqu'un en permanence sur le pot. Allez donc dormir avec cela. À 2h30, j'étais trop épuisé. Jusqu'à 3h30, je n'ai plus rien entendu. Je me suis réveillé quand madame s'est allongée, la tête sur mes pieds. J'ai demandé « S'il vous plaît, donnez-moi quelque chose à me mettre. » On m'a donné, mais ne me demande pas quoi, un pantalon en laine pour mettre par-dessus mon pyjama, le pullover rouge et la jupe noire, des sous-bas blancs et des chaussettes trouées. Ensuite, madame a repris sa place sur la chaise et monsieur est venu s'allonger sur mes pieds. À partir de 3h30, je me suis mis à réfléchir. Je tremblais encore si bien que Vandana ne pouvait pas dormir. Je me préparais au retour de la police. Alors nous devrons leur dire que nous nous cachons. Si ce sont de bons Néerlandais, tout ira bien. S'ils font partie du NSB, nous devrons acheter leur silence. Fais au moins disparaître la radio, soupirait madame. Oui, dans la cuisinière, répondait monsieur. S'ils nous trouvent, ils peuvent bien trouver la radio aussi. À ce moment-là, ils trouveront aussi le journal d'Anne, s'en aimaient les papas. Il n'y a qu'à le brûler, a suggéré la plus terrorisée de nous tous. Cet instant est le moment où la police a secoué la bibliothèque m'ont causé le plus d'angoisse. Pas mon journal, mais alors, moi avec. Papa n'a pas répondu, heureusement. Il n'y a aucun intérêt à rapporter toutes les conversations dont je me souviens encore. Nous avons tant parlé. J'ai réconforté madame qui avait peur. Nous parlions de fuite et d'interrogatoire de la Gestapo, de téléphoner et de garder courage. Maintenant, nous devons nous comporter en soldats, madame. Si nous devons y passer, alors d'accord, mais pour la reine et la patrie, pour la liberté, la vérité et la justice, comme on nous le répète sans arrêt sur Radio Orange. La seule chose vraiment tragique, c'est que nous les entraînons tous dans notre malheur. Au bout d'une heure, M. Vandana a changé à nouveau de place avec sa femme. Papa est venu près de moi. Les messieurs fumaient sans discontinuer, de temps en temps un profond soupir, puis un petit pipi et tout recommençait. 4h, 5h, 5h30. Je me suis levé pour guetter les bruits avec Peter. Nous étions assis l'un contre l'autre, si près que nous pouvions sentir les tremblements de notre corps. Nous échangions de temps en temps un mot et écoutions de toutes nos oreilles. Dans la pièce, ils ont enlevé le camouflage et dressé une liste des points abordés au téléphone avec Clayman. Ils avaient en effet l'intention d'appeler Clayman à 7h pour faire venir quelqu'un ici. Le risque de se faire entendre par le garde posté devant la porte ou dans l'entrepôt était grand, mais celui d'un retour de la police plus grand encore. Même si j'inclus ici l'aide-mémoire, je vais tout de même le recopier pour plus de clarté. Cambriolage. La police est venue jusqu'à la bibliothèque pivotante, pas plus loin. Les cambrioleurs ont apparemment été dérangés. Ils ont forcé la porte de l'entrepôt et se sont enfuis par le jardin. La porte principale est verrouillée. Kugler a dû certainement partir par la deuxième porte. Les machines à écrire et à calculer sont en sécurité dans le coffre noir du bureau privé. En plus, du linge de Miep ou Bep se trouve dans le bac à lessive dans la cuisine. Seuls Bep et Kugler possèdent une clé de la deuxième porte. Serrure peut être cassée. Essayez de prévenir Yann et de chercher la clé et jetez un coup d'œil dans le bureau. Il faut aussi donner à manger au chat. Tout s'est déroulé sans problème. On a téléphoné à Clayman, retiré les barres, caché la machine à écrire dans le coffre. Ensuite, nous nous sommes assis à table et nous avons attendu Yann ou la police. Peter s'était endormi. M. Vandana et moi étions allongés par terre quand nous avons entendu en bas des pas sonores. Je me suis levé tout doucement. C'est Yann.
Non, non, c'est la police, disaient tous les autres. On a frappé sur notre bibliothèque, Miep a sifflé. Pour Madame Van Damme, c'en était trop. Pâle comme une morte et vidée, elle était écroulée sur sa chaise, et si l'attention avait duré 1 minute de plus, elle se serait sûrement évanouie. Quand Yann et Miep sont entrés, notre pièce offrait un spectacle ravissant. La table à elle seule valait la peine d'être photographiée. Il y avait là un cinéma et théâtre ouvert à une page représentant des danseuses émaculées de marmelade et de pectine contre la diarrhée, 2 pots de confiture, une moitié et un quart de sandwich, de la pectine, un miroir, un peigne, des allumettes, de la cendre, des cigarettes, du tabac, un cendrier, des livres, une culotte, une lampe de poche, le peigne de madame, du papier toilette, etc. Bien entendu, Yann et Miep ont été accueillis avec des cris de joie et des larmes. Yann a bouché le trou avec du bois blanc et n'a pas tardé à partir avec Miep pour déclarer le cambriolage à la police. Par ailleurs, Miep avait trouvé sous la porte de l'entrepôt un mot de Sliggers, le veilleur de nuit qui avait découvert le trou béant et prévenu la police. Yann allait aussi lui rendre visite. Nous n'avions donc qu'une demi-heure pour nous rendre présentables. Jamais je n'ai vu s'opérer autant de transformations en si peu de temps qu'en cette demi-heure-là. Margot et moi avons arrangé les lits en bas, nous sommes allés aux toilettes, nous nous sommes brossés les dents, lavé les mains et coiffés. Ensuite, j'ai fait encore un peu de rangement dans la chambre et je suis remonté. La table avait déjà été débarrassée, nous avons tiré de l'eau, mis en route le café, le thé, fait bouillir du lait, dressé la table pour la pause café. Papa et Peter ont vidé les pots de pisse et de caca en les rinçant à l'eau chaude et au chlorure de chaux, le plus grand étant plein jusqu'à ras-bord et si lourd qu'il était très difficile à soulever. En plus, il fuyait si bien qu'il a dû être transporté dans un seau. À 11 heures, nous nous sommes retrouvés avec Yann autour de la table et peu à peu, la maison a repris son caractère accueillant. Yann a fait le récit suivant. Chez les Sliger, madame lui avait dit, car monsieur dormait, qu'en faisant sa ronde le long des canaux, monsieur avait découvert le trou, et qu'accompagné d'un agent qu'il était allé chercher, il avait inspecté l'immeuble. Monsieur Sliger est un veilleur de nuit privé, et il passe chaque soir le long des canaux à vélo avec ses 2 chiens. Monsieur viendrait mardi voir Kugler et raconter le reste. Au commissariat, ils n'étaient pas encore au courant du cambriolage, mais ils ont aussitôt pris note pour venir mardi aussi faire un constat. En revenant, Yann est passé par hasard devant chez Van Hoven, notre fournisseur de pommes de terre, et lui a dit qu'il y avait eu un cambriolage. « Je sais, a dit Van Hoven, l'air de rien. Je suis passé hier soir devant votre immeuble avec ma femme, et j'ai vu un trou dans la porte. Ma femme voulait s'éloigner, mais j'ai juste jeté un coup d'œil avec la torche, et à ce moment-là, les cambrioleurs ont dû s'enfuir. Pour plus de sûreté, je n'ai pas appelé la police. Je préfère m'abstenir dans votre cas. Je ne suis au courant de rien, mais je crois deviner. » Yann l'a remercié et a poursuivi son chemin. Van Hoven doit certainement se douter que nous sommes ici, car il apporte toujours les pommes de terre après 12h30 et non pas après 1h30. Quel chic type. Une fois Yann parti et la vaisselle finie, il était 1h. Nous sommes tous allés dormir. À 3h moins le quart, je me suis réveillé et j'ai vu que M. Dussel avait déjà disparu. Tout à fait par hasard, le visage ensommeillé, j'ai rencontré dans la salle de bain Peter, qui venait de descendre. Nous nous sommes donné rendez-vous en bas. Je me suis rafraîchi le visage et je suis descendu. « Tu as encore le courage de venir dans le grenier de devant ?» m'a-t-il demandé. J'ai acquiescé, j'ai pris mon oreiller entouré d'un morceau de tissu et nous sommes allés dans le grenier de devant. Le temps était superbe et bientôt les sirènes ont commencé à mugir. Nous sommes restés là où nous étions. Peter a passé son bras sur mon épaule, j'ai passé mon bras sur son épaule et nous avons attendu patiemment, les bras enlacés, jusqu'à ce que Margot vienne nous chercher à 4h pour le café. Nous avons mangé notre pain, bu notre limonade et raconté des blagues. Le moral était donc revenu. Sinon, tout s'est passé comme d'habitude. J'ai remercié Peter le soir parce qu'il avait été le plus courageux de tous. Aucun de nous n'a jamais connu un si grand danger que cette nuit-là. Dieu nous a vraiment accordé sa protection. Imagine un peu, la police a secoué notre bibliothèque. La lumière était allumée juste devant et nous sommes restés inaperçus. Nous sommes perdus, ai-je dit tout doucement à ce moment-là, mais nous voilà de nouveau sains et saufs. Si le débarquement arrive avec ses bombes, chacun sera en mesure de se défendre tout seul. Mais là, nous étions inquiets pour ces gentils chrétiens innocents. Nous sommes sauvés, sauvez-nous encore, voilà tout ce que nous sommes capables de dire. Cet incident a provoqué beaucoup de changements. Dorénavant, Dussel s'installe le soir dans la salle de bain. Peter va inspecter la maison à 8h30 et à 9h30. Nous ne pouvons plus ouvrir la fenêtre de Peter puisque le type de chez Keg a vu la fenêtre ouverte.
Nous ne pouvons plus tirer la chasse après 9h30 du soir. Monsieur Sliger était engagé comme veilleur de nuit. Ce soir vient un menuisier clandestin qui va fabriquer à partir de nos lits blancs de Francfort de quoi nous barricader. On discute à présent à l'annexe des arguments pour et des arguments contre. Kugler nous a reproché notre imprudence. Yann a dit, lui aussi, que nous ne devrions jamais descendre. À présent, il s'agit de savoir si ce Sliger est un homme de confiance, si les chiens se mettent à aboyer quand ils entendent quelqu'un derrière la porte, comment se barricader, et encore une foule de choses. Cette histoire nous a rappelé brutalement à la réalité, au fait que nous sommes des juifs enchaînés à un seul lieu, sans droit et avec des milliers d'obligations. Nous autres juifs, nous ne devons pas écouter notre cœur, nous devons être courageux et forts, nous devons subir tous les désagréments sans rien dire, nous devons faire notre possible et garder confiance en Dieu. Un jour cette horrible guerre se terminera enfin. Un jour nous pourrons être de nouveau des êtres humains et pas seulement des juifs. Qui nous a imposé cela ? Qui a fait de nous, les Juifs, une exception parmi tous les peuples? Qui nous a fait tant souffrir jusqu'à présent? C'est Dieu qui nous a créés ainsi, mais c'est Dieu aussi qui nous élèvera. Si nous supportons toute cette misère, et s'il reste toutefois encore des Juifs, alors les Juifs cesseront d'être des damnés pour devenir des exemples. Et qui sait, peut-être est-ce notre foi qui apprendra au monde, et avec lui à tous les peuples, ce qu'est le bien, et est-ce pour cette raison, et cette raison seulement, que nous devons souffrir? Nous ne pourrons jamais devenir uniquement néerlandais ou uniquement anglais ou de n'importe quelle autre nation. Nous resterons toujours des juifs en plus, nous devrons toujours rester juifs, mais nous voulons aussi le rester. Courage, restons conscients de notre tâche et ne nous plaignons pas. Il y aura une issue, Dieu n'a jamais abandonné notre peuple. À travers tous les siècles, les juifs ont survécu, à travers tous les siècles, les juifs ont dû souffrir, mais à travers tous les siècles, ils sont devenus forts. Les faibles tomberont et les forts survivront et ne disparaîtront jamais. Cette nuit-là, j'ai su que je devais mourir. J'attendais la police, j'étais prête comme les soldats sur le champ de bataille. Je voulais mourir pour la patrie, mais maintenant que je suis de nouveau saine et sauve, maintenant mon premier souhait après la guerre, faites de moi une néerlandaise. J'aime les Néerlandais, j'aime votre pays, j'aime la langue et je veux travailler ici. Et même si je dois écrire à la reine en personne, je ne fléchirai pas avant d'avoir atteint mon but. Je deviens de plus en plus indépendante de mes parents, toute jeune que je suis. J'ai plus de goût pour la vie, un sens plus sûr et plus pur de la justice que maman. Je sais ce que je veux, j'ai un but, j'ai un avis, j'ai une foi et un amour. Laissez-moi être moi-même, alors je suis heureuse. Je sais que je suis une femme riche d'une force intérieure et pleine de courage. Si Dieu me laisse vivre, j'irai plus loin que maman n'est jamais allée. Je ne resterai pas insignifiante, je travaillerai dans le monde et pour les gens. Et aujourd'hui, je sais que le courage et la joie sont ce qu'il nous faut avant tout. Bien à toi, Anne M. Frank. Vendredi 14 avril 1944. Cher Kitty, l'atmosphère ici est encore très tendue. Pim bouillonne, madame est au lit avec un rhume et rouspète. Monsieur est blême à force de se passer de clopes. Du sel, qui a sacrifié une grande partie de son confort, le fait sentir par des réflexions, etc. D'ailleurs, il faut bien dire qu'en ce moment, nous n'avons pas de veine. Les WC fuient et le robinet tourne à vide. Grâce à de nombreux contacts, ils seront tous deux vite réparés. Parfois, je suis sentimental, tu le sais. Mais ici, il y a parfois un peu de place pour la sentimentalité aussi. Quand Peter et moi, dans un désordre et une poussière épouvantable, nous sommes assis sur une caisse en bois dur, nous tenant par l'épaule, tout près l'un de l'autre, lui tenant une de mes boucles dans la main, quand dehors les oiseaux font des trilles, quand on voit les arbres devenir verts, quand le soleil vous attire au dehors, quand le ciel est si bleu, oh, alors j'ai envie de tant de choses. Ici on ne voit rien que des visages renfrognés et bougons, que des soupirs et des plaintes réprimées. On dirait que tout d'un coup nous vivons une situation insoutenable. Si elle est à ce point insoutenable, c'est bien de notre faute. Ici à l'annexe, personne ne montre le bon exemple, à chacun de se débrouiller tant bien que mal avec ses sautes d'humeur. Vivement que ça finisse, voilà ce qu'on entend chaque jour. Mon travail, mon espoir, mon amour, mon courage, voilà qui me donne ma force et me rend bonne et sage. Je suis certaine, Kit, que je suis un peu timbrée aujourd'hui, et je ne sais pourtant pas pourquoi. Tout est mélangé, sans fil directeur, et je doute parfois sérieusement que plus tard, quelqu'un s'intéresse à mon radotage.
Les confidences d'un vilain petit canard sera le titre de toutes ces sottises. Messieurs Bolkestein ou Gerbrandy ne trouveront certainement pas grand intérêt à mon journal. Bien à toi, Anne M. Frank. Samedi 15 avril 1944. Cher Kitty, une frayeur chasse l'autre. Quand en verrons-nous la fin? C'est vraiment le cas de le dire. Pense un peu à ce qui vient encore de nous arriver. Peter a oublié d'enlever le verrou de la porte. La conséquence, c'est que Kugler et les hommes de l'entrepôt n'ont pas pu entrer. Kugler est allé chercher Keg, qui a cassé la vitre de la cuisine. Nos fenêtres étaient ouvertes, et cela aussi, Keg l'a vu. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien penser chez Keg et Van Maren? Kugler est furieux. Il s'entend reprocher de ne pas faire réparer les portes, et voilà que nous commettons une bêtise grosse comme nous. Je peux te dire que Peter est dans tous ses états. Lorsque maman a dit à table que c'était de Peter qu'elle avait le plus pitié, il a failli se mettre à pleurer. C'est autant notre faute à tous, car nous demandons presque tous les jours si le verrou a bien été enlevé, et M. Vandal le demande aussi presque toujours. Peut-être que je pourrais le consoler un peu tout à l'heure. J'aimerais tant l'aider un peu. Voici encore quelques confidences sur la vie de l'annexe ces dernières semaines. Samedi dernier, Mofi est brusquement tombé malade. Il ne bougeait plus et bavait. Promptement, Miep l'a saisi, l'a enroulé dans un chiffon, l'a fourré dans le cabas et l'a amené à la clinique des chiens et chats. Le vétérinaire lui a donné une potion, car Mofi avait des problèmes d'intestin. Peter lui en a fait prendre plusieurs fois, mais bientôt Mofi ne s'est plus montré. Il traînait dehors jour et nuit. Parti rejoindre sa fiancée, sans doute. Mais maintenant, il a le museau tout enflé, et quand on le prend, il couine. Il a probablement reçu un coup à un endroit où il voulait chaparder. Mouchi a été enroué pendant quelques jours. Juste au moment où nous nous disposions à l'envoyer lui aussi chez le vétérinaire, voilà qu'il était à moitié guéri. En ce moment, la fenêtre de notre grenier reste ouverte, même la nuit. Peter et moi, nous restons souvent là-haut le soir maintenant. Grâce à une solution et à de la peinture à l'huile, nos WC pourront être réparés rapidement. Le robinet cassé a été lui aussi remplacé. La santé de M. Clément s'améliore, heureusement. Bientôt, il ira voir un spécialiste. Espérons que l'on n'aura pas besoin de l'opérer de l'estomac. Ce mois-ci, nous avons eu 8 cartes d'alimentation. Malheureusement, la première quinzaine, on ne pouvait avoir que des légumes secs au lieu de flocons d'avoine ou de gruau. Notre friandise du moment, des piccalilli. Quand on tombe mal, on ne trouve dans le pot que des concombres et un peu de sauce moutarde. Les légumes verts sont introuvables. Salade et rien d'autre. Nos repas ne se composent plus que de pommes de terre et de jus de viande en cubes. Les Russes contrôlent plus de la moitié de la Crimée. Les Anglais sont arrêtés à Cassino. Il ne nous reste plus qu'à compter sur le front de l'Ouest. Bombardements nombreux et incroyablement intensifs. À La Haye, l'état civil général néerlandais a été attaqué par un bombardier. Tous les Néerlandais vont avoir de nouvelles cartes. Assez pour aujourd'hui. Bien à toi, Anne M. Frank. Dimanche 16 avril 1944. Très cher Kitty, retiens la journée d'hier, car c'est une date très importante dans ma vie. N'est-ce pas important pour n'importe quelle fille de recevoir son premier baiser? Eh bien pour moi, c'est tout aussi important. Le baiser de Bram sur ma joue droite ne compte pas plus que celui de Woodstra sur ma main droite. Comment j'ai obtenu si soudainement ce baiser, je vais te le raconter. Hier soir à 8 heures, j'étais assise avec Peter sur son divan. Il n'a pas tardé à passer le bras autour de mon épaule. Comme c'était samedi, il ne portait pas son bleu de travail. « Déplaçons-nous un peu, lui ai-je dit, je ne me cognerai plus la tête à la petite bibliothèque. » Il s'est glissé jusqu'au coin, ou presque, j'ai passé mon bras sous le sien, derrière son dos, et il m'a presque étouffé en m'entourant les épaules de son bras. Or, ce n'était pas la première fois que nous nous tenions ainsi, mais jamais nous n'avions été aussi près l'un de l'autre qu'hier soir. Il me serrait fort contre lui, mon sein gauche touchait sa poitrine, mon cœur battait déjà, mais nous n'en avions pas fini. Il ne s'est tenu tranquille que lorsque j'ai eu la tête posée sur son épaule, avec la sienne par-dessus. Quand je me suis redressé au bout de 5 minutes environ, il m'a vite pris la tête dans ses mains et l'a remise contre lui. Oh, c'était tellement délicieux, je ne pouvais pas beaucoup parler, le plaisir était trop grand. Il caressait un peu maladroitement ma joue et mon bras, tripotait mes boucles, et la plupart du temps nos deux têtes étaient serrées l'une contre l'autre. La sensation qui me parcourait à ce moment-là, je ne peux pas te la décrire, Kitty, j'étais trop heureuse, et lui aussi, je crois. À 8h30, nous nous sommes levés. Peter a mis ses chaussures de gymnastique pour faire moins de bruit pendant sa deuxième ronde dans l'immeuble, et j'étais près de lui.
Comment j'ai trouvé le bon mouvement, je ne sais pas, mais avant que nous descendions, il m'a donné un baiser à travers mes cheveux, à moitié sur la joue gauche, à moitié sur l'oreille. Je suis descendu en courant sans me retourner. J'attends avec beaucoup d'impatience la journée d'aujourd'hui. Dimanche matin, un peu avant 11 heures. Bien à toi, Anne M. Frank. Lundi 17 avril 1944. Cher Kitty, crois-tu que papa et maman approuveraient que j'embrasse un garçon sur un divan, un garçon de 17 ans et demi, avec une fille de près de 15 ans? À vrai dire, je crois que non, mais dans cette affaire, je ne peux m'en remettre qu'à moi-même. Je me sens tellement calme, tellement en sécurité à être là dans ses bras et à rêver. C'est si excitant de sentir sa joue contre la mienne. C'est si merveilleux de savoir que quelqu'un m'attend. Mais, car il y a un mais, Peter voudra-t-il en rester là? Bien sûr, je n'ai pas oublié sa promesse, mais c'est un garçon. Je sais bien que je suis très précoce, même pas 15 ans et une telle indépendance. C'est un peu incompréhensible pour d'autres gens. Je suis presque sûr que Margot ne donnerait jamais un baiser à un garçon sans qu'il soit question de fiançailles ou de mariage. Ni Peter ni moi n'avons de tels projets. Maman non plus n'a certainement pas touché un homme avant de connaître papa. Que diraient mes amis ou Jacques si elle savait que Peter m'a tenu dans ses bras, mon cœur contre sa poitrine, ma tête sur son épaule, sa tête et son visage sur le mien? Oh, Anne, quelle honte! Mais non, je n'y vois rien de honteux. Nous sommes enfermés ici, coupés du monde. Nous vivons dans l'angoisse et l'inquiétude, en particulier ces derniers temps. Pourquoi resterions-nous séparés l'un de l'autre, nous qui nous aimons? Pourquoi ne nous embrasserions-nous pas en des temps comme ceux-ci? Pourquoi attendrions-nous d'avoir l'âge convenable? Pourquoi nous poserions-nous beaucoup de questions? J'ai pris sur moi de me surveiller. Lui ne voudrait jamais me causer de chagrin ou de peine. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas faire ce que mon cœur m'inspire et nous rendre heureux tous les deux? Pourtant, je crois bien, Kitty, que tu sens un peu mes doutes. Je pense que c'est ma franchise qui se révolte contre les cachotteries. Crois-tu qu'il est de mon devoir de dire à papa ce que je fais? Crois-tu que notre secret doit revenir aux oreilles d'un tiers? Une bonne partie du plaisir serait perdue. Mais est-ce que j'en deviendrai plus calme intérieurement? Je vais en parler avec lui. Oh oui, je vais encore lui parler de tant de choses, car seulement nous caresser, je n'en vois pas l'utilité. Nous dire nos pensées l'un à l'autre suppose une grande confiance, mais nous en sortirons tous les deux plus forts, conscients de cette confiance. Bien à toi, Anne M. Frank. PS. Hier matin, nous étions encore une fois sur le pied de guerre à 6 heures, car toute la famille avait de nouveau entendu des bruits de cambriolage. La victime était peut-être cette fois un de nos voisins. Lorsque nous les avons contrôlés à 7 heures, nos portes étaient hermétiquement closes, heureusement. Mardi 18 avril 1944. Cher Kitty, ici tout va bien. Hier soir, le menuisier est revenu. Il a commencé à viser des plaques de fer sur les panneaux des portes. Papa vient de dire qu'il est presque sûr qu'il y aura des opérations de très grande envergure avant le 20 mai, aussi bien en Russie et en Italie qu'à l'Ouest. Moi, j'ai de plus en plus de mal à nous imaginer libérés de notre situation actuelle. Hier, Peter et moi avons enfin pu avoir notre conversation, qui était repoussée depuis au moins 10 jours. Je lui ai tout expliqué des filles et je n'ai pas craint d'entrer dans les détails les plus intimes. Cela m'a plutôt amusé de voir qu'il croyait que, sur les images, on laissait tout bonnement en blanc l'entrée des femmes. Il n'arrivait donc pas à se figurer qu'elles se trouvaient vraiment entre les jambes. La soirée s'est terminée par un baiser mutuel, un peu à côté de la bouche. C'est vraiment une sensation délicieuse. Je vais peut-être tout de même monter là-haut un jour en emportant mon livre de jolies phrases pour approfondir enfin un peu les choses. Je ne me satisfais pas de nos retrouvailles jour après jour dans les bras l'un de l'autre, et j'aimerais tant qu'il en soit de même pour lui. Après notre petit hiver changeant, nous avons un printemps superbe. Avril est en effet radieux, ni trop chaud ni trop froid, avec de temps à autre une petite giboulée. Notre marronnier est déjà passablement vert, et on voit même poindre déjà, çà et là, de petites grappes de fleurs. Samedi, Bep nous a gâtés en nous apportant 4 bouquets de fleurs, 3 de narcisses et un de jacinthe des bois, ce dernier pour moi. Monsieur Kugler nous fournit de mieux en mieux en journaux. Je dois faire de l'algèbre, Kitty, au revoir. Bien à toi, Anne M. Frank. Mercredi 19 avril 1944. Ma chérie, c'est le titre d'un film avec Dorit Kressler, Ida Wust et Harald Paulsen. Qu'y a-t-il de plus beau au monde que de se tenir devant une fenêtre ouverte, plonger du regard dans la nature, entendre les oiseaux siffler, sentir le soleil sur sa joue et tenir un gentil garçon dans ses bras? C'est si apaisant, si rassurant de sentir son bras autour de moi, de le savoir tout près et pourtant de ne rien dire. Cela ne peut pas être mal, car cette paix est bonne. Oh, ne plus jamais être dérangé, même par Mouchi. Bien à toi,
Anne M. Frank. Vendredi 21 avril 1944. Très chère Kitty, hier après-midi, je devais rester couché à cause d'un mal de gorge, mais comme cela m'a ennuyé dès le premier après-midi et que je n'avais pas de fièvre, je me suis relevé aujourd'hui. Aujourd'hui d'ailleurs, le mal de gorge a presque disparu. Comme tu l'as probablement déjà découvert par toi-même, notre Führer a eu 55 ans hier. Aujourd'hui, c'est le 18e anniversaire de son Altesse royale la princesse héritière, Elisabeth d'York. La BBC fait savoir qu'elle n'a pas encore été déclarée majeure, comme c'est le cas d'ordinaire chez les princesses. Nous nous sommes déjà demandé à quel prince cette beauté serait donnée en mariage, mais nous n'avons pu en trouver de convenable. Peut-être sa sœur, la princesse Margaret Rose, pourra-t-elle obtenir le prince héritier Baudouin de Belgique. Ici, nous passons d'un tracas à l'autre. À peine avons-nous bien renforcé les portes d'entrée que Van Maren recommence à se manifester. Selon toute vraisemblance, il a volé de la fécule de pommes de terre et veut maintenant rejeter la faute sur Bep. L'annexe est une fois de plus en révolution. On le comprend, Bep est hors d'elle. Peut-être que Kugler va faire surveiller ce sujet dévoyé. Ce matin, le monsieur de la Beethovenstraat qui devait faire l'estimation était ici. Il veut bien donner 400 florins pour notre bahut. Les autres offres, elles aussi, nous paraissent trop basses. J'ai l'intention de demander à deux princes s'ils veulent bien publier un de mes contes, sous un pseudonyme évidemment. Mais comme mes contes sont encore trop longs jusqu'à présent, je ne crois pas que j'ai beaucoup de chances de réussir. À la prochaine fois, darling. Bien à toi, Anne M. Frank. Mardi 25 avril 1944. Chère Kitty, depuis au moins 10 jours, Dussel a cessé encore une fois d'adresser la parole à Van Damme. Et tout cela parce qu'après le cambriolage, nous avons pris un tas de nouvelles mesures de sécurité. L'une d'entre elles était qu'il n'a plus le droit d'aller en bas le soir, comme je t'ai déjà dit. Peter va faire chaque soir à 9h30 la dernière ronde avec M. Van Damme, et ensuite plus personne n'a le droit de descendre. Après 8h du soir, on n'a plus le droit de tirer la chasse d'eau des WC. Le matin après 8h non plus. Le matin, les fenêtres ne s'ouvrent que lorsque la lumière est allumée dans le bureau de Kugler, et le soir, plus question d'y mettre des bouts de bois pour laisser la fenêtre ouverte. C'est ce dernier point qui a provoqué la bouderie de Dussel. Il prétend que Van Damme a aboyé contre lui, mais c'est lui le responsable. Il dit qu'il se passerait plutôt de manger que d'air frais, et qu'il faut tout de même trouver un moyen d'ouvrir les fenêtres. « Eh bien moi, je vais en parler à M. Kugler, m'a-t-il dit. J'ai répondu que ce genre de choses ne se décidait jamais avec M. Kugler, mais en commun. Oui, tout se passe derrière mon dos ici, je vais en dire un mot à ton père. Le samedi après-midi et le dimanche, il n'a plus le droit non plus de s'installer dans le bureau de Kugler, parce que le chef de chez Keg, s'il vient, pourrait l'entendre. Malgré cela, Dussel s'est empressé d'y retourner. Van Damme était fou de rage et papa est descendu le lui dire. Naturellement, il a encore inventé je ne sais quelle histoire, mais cette fois ça n'a pas marché, même avec papa. Papa aussi lui parle le moins possible en ce moment, parce que Dussel l'a offensé. De quelle façon ? Je ne sais pas, et aucun de nous ne le sait. Mais il faut que ce soit grave. Et la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de ce sale type. Fêter son anniversaire, ne pas ouvrir la bouche, bouder et recevoir ses cadeaux. Est-ce que cela va ensemble ? La santé de M. Voskuijl baisse rapidement. Voilà déjà plus de 10 jours qu'il a près de 40 de fièvre. Le docteur juge son état désespéré. Il pense que le cancer a gagné le poumon. Le pauvre homme, on voudrait tant l'aider, mais dans ce cas, seul Dieu peut apporter son aide. J'ai écrit une jolie histoire, elle s'appelle « Blurry et l'explorateur » et a été tout à fait du goût de mes 3 auditeurs. Je suis toujours très enrhumé, j'ai contaminé aussi bien Margot que maman et papa. Pourvu que Peter ne l'attrape pas, il a insisté pour que je l'embrasse et m'a appelé son Eldorado. Où va-t-il chercher cela, ce fou ? Mais c'est tout de même un amour. Bien à toi, Anne M. Frank. Jeudi 27 avril 1944. Chère Kitty, ce matin, madame était de mauvaise humeur. Elle n'a fait que se plaindre, d'abord du rhume, de ne pas avoir de bonbons, d'en avoir assez de se moucher tout le temps, puis du soleil qui ne brille pas, du débarquement qui n'arrive pas, de ne pas pouvoir regarder par la fenêtre, etc. Elle nous a fait rire aux larmes et cela n'allait pas si mal, puisqu'elle s'est mise à rire avec nous. Recette de notre paillasson de pommes de terre, modifiée comme suit, faute d'oignons. Prendre des pommes de terre épluchées, les passer à la moulinette à crudité, y ajouter un peu de farine de rationnement sèche et de sel. Enduire les cocottes ou les plats à four de paraffine ou de stéarine, faire cuire cette pâte 2h30, consommer avec de la compote de fraises pourries. Oignons introuvables, pas de graisse pour le moule ni pour la pâte. En ce moment, je lis L'Empereur Charles Quint, écrit par un professeur à l'université de Göttingen. Cet homme a travaillé 40 ans à ce livre.
En 5 jours, j'en ai lu 50 pages. Plus, c'est impossible. Le livre comporte 598 pages. Tu peux calculer combien de temps je vais y passer, sans compter le second volume, mais très intéressant. C'est fou ce dont une collégienne peut entendre parler en un seul jour. Tiens, moi par exemple. D'abord j'ai traduit du néerlandais en anglais un passage de la dernière bataille de Nelson. Puis j'ai étudié la suite de la guerre de Norvège, 1700-1721, avec Pierre le Grand, Charles XII, Auguste le Fort, Stanislas Lesinski, Mazeppa, von Gortz, le Brandebourg, la Poméranie occidentale, la Poméranie orientale et le Danemark, plus les dates habituelles. Ensuite, j'ai atterri au Brésil, j'ai lu des choses sur le tabac de Bahia, la surproduction de café, le 1,5 million d'habitants de Rio de Janeiro, Pernambouc et Sao Paulo, sans oublier l'Amazone. Sur les nègres, les mulâtres, les métis, les blancs, plus de 50% d'analphabètes et la malaria. Comme il me restait encore un peu de temps, j'ai parcouru en vitesse un arbre généalogique. Jean le Vieux, Guillaume Louis, Ernest Casimir Ier, Henri Casimir Ier, jusqu'à la petite Marguerite Francisca, née en 1943 à Ottawa. Midi, au grenier, l'apprentissage s'est poursuivi par les doyens, les prêtres, les pasteurs, les papes, et ouf, jusqu'à 1 heure. Après 2 heures, le pauvre enfant était de nouveau au travail. C'était au tour des singes à museau large et à museau étroit. Allez, Kitty, dis-moi, combien de doigts a un hippopotame ? Puis vient la Bible avec l'arche de Noé, Sem, Cham et Japheth. Ensuite Charles Quint. Chez Peter, le colonel, en anglais, par Thackeray. Faire réciter des mots français et puis comparer le Mississippi et le Missouri. Assez pour aujourd'hui. Bien à toi, Anne M. Frank. Vendredi 28 avril 1944. Chère Kitty, je n'ai jamais oublié mon rêve de Peter Schiff, voire début janvier. Quand j'y pense, je sens encore aujourd'hui sa joue contre la mienne, avec cette merveilleuse sensation qui rendait tout bon. Avec Peter, celui d'ici, j'avais parfois aussi ce sentiment, mais jamais aussi fort, jusqu'au moment où... Nous étions assis ensemble hier soir, comme d'habitude sur le divan, dans les bras l'un de l'autre. Alors l'Anne ordinaire a soudain disparu, a été remplacée par la deuxième Anne, cette Anne qui n'est pas exubérante et amusante, mais qui veut seulement aimer et être tendre. J'étais serré contre lui et sentais monter en moi l'émotion. Les larmes ont jailli de mes yeux, celle de gauche est tombée sur son bleu de travail, celle de droite a coulé le long de mon nez, dans le vide, et aussi sur son bleu. S'en serait-il aperçu ? Aucun geste ne le trahissait. Aurait-il les mêmes sentiments que moi ? Il n'a presque rien dit non plus. Se douterait-il qu'il a 2 Anne en face de lui ? Autant de questions sans réponse. À 8h30, je me suis levé, je suis allé à la fenêtre. C'est là que nous nous disons toujours au revoir. Je tremblais encore. J'étais encore Anne numéro 2. Il s'est approché de moi, je lui ai passé mes bras autour du cou, et j'ai déposé un baiser sur sa joue gauche. J'allais faire de même sur la droite lorsque ma bouche a rencontré la sienne, et nous les avons pressées l'une sur l'autre. Pris de vertige, nous nous pressions l'un contre l'autre, encore et encore, pour ne plus jamais cesser. Oh ! Peter a besoin de tendresse. Pour la première fois de sa vie, il a découvert une fille. Pour la première fois, il a vu que les filles les plus taquines ont aussi une vie intérieure et un cœur, et qu'elles changent dès qu'elles sont seules avec vous. Pour la première fois de sa vie, il a donné son amitié, et s'est donné lui-même. Jamais encore, jamais auparavant, il n'a eu d'amis ou d'amis. À présent, nous nous sommes rencontrés. Je ne le connaissais pas non plus. N'avait jamais eu non plus de confident, et voilà où nous sommes arrivés. Et revoilà cette question qui ne me lâche pas. Est-ce que c'est bien ? Est-ce bien de s'aider si vite, d'être si passionné, aussi passionné et pleine de désir que Peter lui-même ? Ai-je le droit, moi, une fille, de me laisser aller ainsi ? Je ne connais qu'une seule réponse. J'en ai tant envie, depuis si longtemps, je suis si solitaire et j'ai enfin trouvé une consolation. Le matin, nous sommes normaux, l'après-midi encore à peu près, sauf de temps en temps. Mais le soir, le désir accumulé dans la journée, le bonheur et les délices de toutes les fois précédentes prennent le dessus, et nous ne pensons plus que l'un à l'autre. Chaque soir après le dernier baiser, je voudrais me sauver en courant, ne plus le regarder au fond des yeux, me sauver, dans le noir et toute seule. Et qu'est-ce qui m'attend quand j'ai descendu les 14 marches ? La lumière crue, des questions par-ci et des rires par-là. Je dois agir et ne rien laisser voir. Mon cœur est encore trop tendre pour repousser aussitôt un choc comme celui d'hier soir. Anne la douce vient trop rarement et de ce fait ne se laisse pas non plus mettre à la porte immédiatement. Peter m'a touché plus profondément que je ne l'avais jamais été dans ma vie, sauf dans mon rêve. Peter m'a empoigné, m'a retourné à l'intérieur. N'est-il pas normal, pour n'importe quel être humain,
d'avoir ensuite besoin de calme pour remettre de l'ordre dans son intérieur. Oh, Peter, qu'as-tu fait de moi? Qu'attends-tu de moi? Où cela nous mène-t-il? Oh, maintenant je comprends, Bep, maintenant que j'en passe par là. Maintenant je comprends ses doutes. Si j'étais plus âgé, qu'il veuille se marier avec moi, que répondrais-je donc? Anne, sois franche, tu ne serais pas capable de l'épouser. Mais laisser tomber, c'est tellement difficile. Peter a encore trop peu de caractère, trop peu de volonté, trop peu de courage et de force. C'est encore un enfant, pas plus âgé que moi intérieurement. Il ne cherche que la paix et le bonheur. N'ai-je vraiment que 14 ans? Ne suis-je vraiment encore qu'une collégienne godiche? Suis-je encore vraiment si inexpérimenté en toutes choses? J'ai plus d'expérience que les autres, j'ai vécu quelque chose que personne ou presque ne connaît à mon âge. J'ai peur de moi-même, j'ai peur, dans mon désir, de m'abandonner trop vite. Comment cela pourra-t-il marcher plus tard avec d'autres garçons? Oh, c'est difficile. On se retrouve avec le cœur et la raison. Chacun doit parler à son heure. Mais suis-je vraiment sûr d'avoir bien choisi cette heure? Bien à toi, Anne M. Frank. Mardi 2 mai 1944. Cher Kitty, samedi soir, j'ai demandé à Peter s'il est d'avis que je dois parler un peu de nous à papa. Et après avoir un peu tergiversé, il a trouvé que oui. J'étais contente, cela témoigne de la qualité de ses sentiments. Dès que je suis redescendu, je suis allé chercher de l'eau avec papa. Nous étions encore dans l'escalier quand je lui ai dit « Papa, tu comprends sans doute que quand Peter et moi sommes ensemble, nous ne nous asseyons pas à 1 mètre l'un de l'autre. C'est mal, tu crois ?» Papa n'a pas répondu tout de suite, puis il a dit « Non, je ne trouve pas ça mal, mais ici, dans cet espace restreint, il faut être prudente, Anne. » Il a ajouté autre chose dans le même esprit, puis nous sommes remontés. Dimanche matin, il m'a appelé et m'a dit « Anne, j'ai réfléchi encore une fois à la question. » Je commençais déjà à avoir peur. « Ici à l'annexe, ce n'est pas une bonne chose, à vrai dire. Je croyais que vous n'étiez que des camarades. Peter est amoureux ?»« Absolument pas, ai-je répondu. »« Oui, tu sais que je vous comprends très bien, mais il faut que tu gardes tes distances. Ne va pas trop souvent là-haut. Ne l'encourage pas plus qu'il est nécessaire. Dans ces affaires, l'homme est toujours l'élément actif, la femme peut le retenir. Dehors, quand on est libre, c'est tout différent. On voit d'autres garçons et d'autres filles. On peut sortir, faire du sport et tout ce qu'on veut. Mais ici, si on est trop ensemble et que l'on veut s'en aller, on ne le peut pas. On se voit à toute heure, constamment en fait. Sois prudente, Anne, et ne prends pas l'affaire trop au sérieux. Je ne le fais pas, papa, mais Peter est bien élevé, c'est un gentil garçon. Oui, mais il n'a pas beaucoup de force de caractère. Il est facile à influencer, dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais. J'espère pour lui que le bon l'emportera, car il a un bon fond. Nous avons continué à parler un moment, et nous avons convenu que papa lui parlerait aussi. Dimanche après-midi, dans le grenier de devant, il m'a demandé « Alors, Anne, tu as parlé à ton père ?»« Oui, je vais te raconter. Papa n'y trouve rien de mal, mais il dit qu'ici, où nous sommes tous tellement l'un sur l'autre, il pourrait facilement y avoir des heurts. Nous étions pourtant d'accord pour ne pas nous disputer, et j'ai l'intention de m'y tenir. Moi aussi, Peter, mais papa n'était pas au courant, il pensait que nous étions de simples camarades. Tu crois que ce n'est pas possible? Moi, si, et toi? Moi aussi. J'ai dit aussi à papa que j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, Peter, aussi complètement qu'en papa, et je crois que tu en es digne, n'est-ce pas? Je l'espère. Il était tout confus et rougissant. Je crois en toi, Peter, ai-je poursuivi. Je crois que tu as une bonne nature et que tu feras ton chemin dans le monde. Ensuite, nous avons parlé d'autre chose, puis je lui ai dit encore. Si nous sortons d'ici, je sais bien que tu ne t'occuperas plus de moi. Il s'est enflammé. Ce n'est pas vrai, Anne. Oh non, tu n'as pas le droit de penser ça de moi. À ce moment-là, on nous a appelés. Papa lui a parlé, il me l'a raconté lundi. Ton père pense que cette camaraderie pourrait bien finir par de l'amour, a-t-il dit. Mais j'ai répondu que nous nous freinerons mutuellement. Papa veut que j'aille moins souvent là-haut le soir, mais je ne veux pas. Non seulement parce que j'aime bien être avec Peter, mais j'ai dit que je lui faisais confiance, et je veux lui prouver aussi ma confiance, et je ne pourrai jamais le faire si je reste en bas par méfiance. Non, j'y vais. Entre-temps, l'affaire Dussel s'est arrangée. Samedi soir à table, il a présenté ses excuses en belle tournure néerlandaise. Vandaan a retrouvé aussitôt son amabilité. Dussel a sûrement passé toute la journée à apprendre sa petite leçon. Dimanche, le jour de son anniversaire, s'est passé dans le calme. Nous lui avons offert une bouteille de bon vin de 1919, les Vandaan, qui cette fois pouvaient donner leur cadeau, une bouteille de Picalilly et un petit paquet de lames de rasoir. Kugler un pot de citron, limonade, Miep un livre, Marincht, Bep une petite plante. Il a régalé chacun de nous d'un œuf. Bien à toi, Anne M. Frank. Mercredi 3 mai 1944. Cher Kitty,
Commençons par les nouvelles de la semaine. La politique a pris des vacances, il n'y a rien, mais vraiment rien à signaler. À la longue, je me suis mis à croire, moi aussi, à l'arrivée du débarquement. Ils ne peuvent pas laisser les Russes faire tout le boulot eux-mêmes. D'ailleurs, ils ne font rien non plus pour l'instant. Monsieur Clément est de nouveau au bureau chaque matin. Il a fourni un nouveau ressort pour le divan de Peter, et Peter doit maintenant se mettre à tapisser. Il n'en a pas du tout envie, ce qui se comprend. Clément nous a aussi procuré de la poudre à chat contre les puces. T'ai-je déjà raconté que Mofi n'est plus là? Disparu sans laisser de traces depuis jeudi dernier. Il doit être depuis longtemps au paradis des chats, tandis que tel ou tel ami des bêtes se prépare un bon petit gigot. Peut-être qu'une fille riche aura une toque faite de sa fourrure. Peter est très attristé de cette affaire. Depuis 15 jours, nous prenons notre déjeuner le samedi à 11h30. Le matin, nous devions donc nous contenter d'une tasse de flocons d'avoine. À partir de demain, il en ira ainsi chaque jour. Cela sert à économiser un repas. Les légumes verts sont toujours aussi difficiles à trouver. À midi, nous avions de la salade cuite pourrie. Salade, épinards et salade cuite, il n'y a rien d'autre. Le tout accompagné de pommes de terre pourries, une combinaison rêvée. Depuis plus de 2 mois, je n'avais plus eu mes règles. Enfin, ça y est, depuis dimanche. Malgré la douleur et les petits désagréments, je suis tout de même bien contente qu'elle ne m'ait pas fait attendre plus longtemps. Comme tu peux t'en douter, on se demande souvent ici avec désespoir. À quoi bon, oh, à quoi bon cette guerre? Pourquoi les gens ne peuvent-ils vivre en paix? Pourquoi faut-il tout anéantir? La question est compréhensible, mais personne n'a encore trouvé jusqu'à présent de réponse satisfaisante. Oui, pourquoi fabriquent-ils en Angleterre des avions de plus en plus gros, des bombes de plus en plus lourdes, et en même temps des pavillons individuels pour la reconstruction? Pourquoi dépense-t-on chaque jour des millions pour la guerre et pas un sou pour la médecine, pour les artistes, pour les pauvres? Pourquoi les gens doivent-ils souffrir la faim, tandis que dans d'autres parties du monde, une nourriture surabondante pourrit sur place? Oh, pourquoi les hommes sont-ils si fous? On ne me fera jamais croire que la guerre n'est provoquée que par les grands hommes, les gouvernants et les capitalistes. Oh non, les petites gens aiment la faire au moins autant, sinon les peuples se seraient révoltés contre elle depuis longtemps. Il y a tout simplement chez les hommes un besoin de ravager, un besoin de frapper à mort, d'assassiner et de s'enivrer de violence. Et tant que l'humanité entière, sans exception, n'aura pas subi une grande métamorphose, la guerre fera rage. Tout ce qui a été construit, cultivé, tout ce qui s'est développé sera tranché et anéanti, pour recommencer ensuite. J'ai souvent été abattu, mais jamais désespéré. Je considère notre clandestinité comme une aventure dangereuse, qui est romantique et intéressante. Dans mon journal, je considère chaque privation comme une source d'amusement. C'est que je me suis promis de mener une autre vie que les autres filles, et plus tard une autre vie que les femmes au foyer ordinaire. Ceci est un bon début pour une vie intéressante, et c'est la raison, la seule raison pour laquelle, dans les moments les plus dangereux, je ne peux pas m'empêcher de rire du burlesque de la situation. Je suis jeune, et je possède encore beaucoup de qualités enfermées en moi. Je suis jeune et forte, et je vis cette grande aventure, j'y suis encore complètement plongée, et je ne peux pas passer mes journées à me plaindre, parce que je ne peux pas m'amuser. J'ai reçu beaucoup d'atouts, une heureuse nature, beaucoup de gaieté et de force. Chaque jour, je sens que je me développe intérieurement, je sens l'approche de la libération, la beauté de la nature, la bonté des gens de mon entourage. Je sens comme cette aventure est intéressante et amusante. Pourquoi serais-je donc désespéré? Bien à toi, Anne M. Frank. Vendredi 5 mai 1944. Ma chère Kitty, papa est mécontent de moi. Il pensait qu'après notre conversation de dimanche, je cesserais de moi-même d'aller là-haut chaque soir. Il ne veut pas entendre parler de ces papouilles. Je n'ai pas supporté ce mot, c'était déjà assez pénible d'en parler. Pourquoi faut-il qu'en plus il me fasse tant de peine? Je vais lui parler aujourd'hui. Margot m'a donné un bon conseil, voici à peu près ce que j'ai l'intention de lui dire. Je crois, papa, que tu attends de moi une explication. Je vais te la donner. Je t'ai déçu, tu attendais de moi plus de réserve. Tu veux sûrement que je sois comme doit l'être en principe une fille de 14 ans. C'est là où tu te trompes. Depuis que nous sommes arrivés ici, depuis juillet 1942 jusqu'à il y a quelques semaines, je n'ai vraiment pas eu la vie facile. Si tu savais ce que j'ai pleuré le soir, comme j'étais désespérée et malheureuse, comme je me sentais seule, alors tu comprendrais mon envie d'aller là-haut. Je n'y suis pas arrivée du jour au lendemain, à me sentir assez forte pour pouvoir vivre absolument sans mère et sans soutien de qui que ce soit. Il m'en a coûté beaucoup, beaucoup de luttes et de larmes pour acquérir l'indépendance que j'ai aujourd'hui. Tu peux rire et ne pas me croire, cela m'est bien égal. Je sais que je suis une personne autonome et je ne me sens pas responsable pour un sou vis-à-vis de vous. Si je t'ai tout raconté, c'est seulement parce que je craignais qu'autrement, tu ne me trouves trop cachottière.
Mais je n'ai à rendre compte de mes actes qu'à moi-même. Quand j'avais des problèmes, vous deux, et toi aussi, vous avez fermé les yeux et vous êtes bouché les oreilles. Tu ne m'as pas aidé, au contraire. Tout ce que j'ai récolté, ce sont des avertissements à ne pas être aussi bruyante. Je n'étais bruyante que pour ne pas être tout le temps triste. J'étais exubérante pour ne pas entendre constamment cette voix intérieure. J'ai joué la comédie 1 an et demi durant, jour après jour. Je ne me suis pas plainte, je ne suis pas sortie de mon personnage, non, rien de tout cela. Et maintenant j'ai fini de me battre. J'ai triomphé. Je suis indépendante de corps et d'esprit. Je n'ai plus besoin de mère, toute cette lutte m'a rendue forte. Et maintenant que j'ai pris le dessus, que je sais la lutte terminée, maintenant je veux aussi poursuivre mon chemin moi-même, le chemin que je juge bon. Tu ne peux et ne dois pas considérer que j'ai 14 ans. Toutes les épreuves m'ont mûri. Je ne regretterai pas mes actes, j'agirai comme je crois pouvoir le faire. Tu ne peux pas m'écarter de là-haut par la douceur. Ou bien tu m'interdis tout, ou bien tu me fais confiance contre vents et marées. Alors laisse-moi tranquille. Bien à toi, Anne M. Frank. Samedi 6 mai 1944. Cher Kitty, hier avant le repas, j'ai fourré ma lettre dans sa poche. Après l'avoir lue, il a eu l'air effondré toute la soirée, d'après Margot. J'étais en haut à faire la vaisselle. Pauvre Pim, j'aurais pu prévoir l'effet produit par cet épître. Il est si sensible. J'ai immédiatement dit à Peter de ne plus rien dire ni demander. Pim ne m'a plus reparlé de l'affaire. Est-ce partie remise? Ici, tout va de nouveau un peu mieux. Ce que Yann, Kugler et Clément nous apprennent des prix et des gens du dehors est à peine croyable. Une demi-livre de thé coûte 350 florins. Une demi-livre de café, 80 florins. Le beurre, 35 florins la livre. Un œuf, 1,45 florins. On paie le tabac bulgare 14 florins les 100 grammes. Tout le monde fait du marché noir, le moindre garçon de course a quelque chose à proposer. Le commis de notre boulanger nous a fourni de la soie à repriser. 0,9 florins pour un petit écheveau de rien du tout. Le laitier se procure des cartes d'alimentation clandestine. Une entreprise de pompes funèbres livre du fromage. On cambriole, on assassine et on vole chaque jour. Les agents de police et les veilleurs de nuit ne sont pas en reste et font aussi bien que les voleurs professionnels. Tout le monde veut se mettre quelque chose sous la dent, et comme les augmentations de salaire sont interdites, les gens sont bien obligés de se livrer à la contrebande. La police des mineurs n'arrête pas de faire des recherches. Des filles de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans et plus disparaissent tous les jours. Je veux essayer de terminer l'histoire d'Hélène, la fée. Pour rire, je pourrais la donner à papa pour son anniversaire, en lui offrant tous les droits d'auteur. Au revoir, en fait c'est impropre, aux émissions en allemand de la radio anglaise ils disent « à se réentendre ». Moi qui écris, je devrais dire « au réécrire ». Bien à toi, Anne M. Frank. Dimanche matin 7 mai 1944. Cher Kitty, papa et moi avons eu hier après-midi une longue conversation. J'ai pleuré à chaudes larmes et il a fait de même. Sais-tu ce qu'il m'a dit, Kitty? J'ai déjà reçu beaucoup de lettres dans ma vie, mais celle-ci est la plus laide. C'est toi, Anne, qui as reçu tant d'amour de tes parents, des parents qui sont toujours à ta disposition, qui t'ont toujours défendu en toutes circonstances. C'est toi qui parles de ne ressentir aucune responsabilité. Toi qui te sens lésée, abandonnée. Non, Anne, c'était d'une grande injustice ce que tu nous as fait là. Peut-être n'en avais-tu pas l'intention, mais c'est ainsi que tu l'as formulé. Non, Anne, nous n'avons pas mérité un tel reproche. Oh, j'ai été en dessous de tout, c'est sûrement l'acte le plus grave que j'ai commis de ma vie. Je voulais seulement faire l'intéressante avec mes pleurs et mes larmes, seulement me donner l'air d'être grande pour lui donner du respect pour moi. C'est sûr, j'ai eu beaucoup de chagrin, et en ce qui concerne maman, tout est vrai. Mais accuser ainsi ce bon Pim, lui qui a toujours fait et fait encore tout pour moi, non, c'était trop méchant. C'est une très bonne chose que j'ai été précipité de ma hauteur inaccessible, que mon orgueil soit un peu brisé, car j'étais de nouveau beaucoup trop imbu de ma personne. Ce que fait mademoiselle Anne est encore loin d'être toujours bien. Quelqu'un qui cause un tel chagrin à un autre alors qu'il prétend l'aimer, et qui de surcroît le fait volontairement, est encore bien bas, très bas. Et ce qui me fait le plus honte, c'est la façon dont papa m'a pardonné. Il va jeter la lettre dans le poêle, et il est si gentil avec moi en ce moment qu'on pourrait croire que c'est lui qui a mal agi. Non, Anne, tu as encore énormément à apprendre. Commence donc par là, au lieu de regarder les autres de haut et de les accuser. J'ai eu beaucoup de chagrin, mais qui n'en a pas à mon âge? J'ai beaucoup joué la comédie. Mais je n'en étais même pas consciente. Je me sentais seule, mais je n'étais presque jamais désespérée. Comme papa qui a marché dans la rue avec un couteau pour en finir, non, je n'ai jamais été aussi loin. Je devrais mourir de honte et je meurs de honte. On ne peut défaire ce qui est fait, mais on peut éviter de nouvelles erreurs. Je veux repartir de zéro et ce ne sera sûrement pas difficile, puisque maintenant j'ai Peter.
Avec lui pour me soutenir, j'en suis capable. Je ne suis plus seul, il m'aime, je l'aime, j'ai mes livres, mes cahiers et mon journal. Je ne suis pas trop laide, pas trop bête, je suis gaie de nature, et je veux acquérir un bon caractère. Oui, Anne, tu as très bien senti que ta lettre était trop dure et qu'elle n'était pas vraie, mais tu n'en étais pas moins fière. Je n'ai qu'à reprendre exemple sur papa, et je vais m'améliorer. Bien à toi, Anne M. Frank. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce. Et on se retrouve très vite pour la suite du journal d'Anne Frank.